Bonjour et bienvenue dans les voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne, on le rappelle, de manière hebdomadaire. On a une petite pause avec les vacances, mais on se retrouve enfin pour un nouvel épisode. Exactement, donc qui dit nouvel épisode dit nouveau menu. Et donc aujourd'hui, vous allez retrouver nos différentes chroniques habituelles. Donc une nouvelle initiative pédagogique. Aujourd'hui, on parlera de escape game pédagogique. Ensuite, la minute bien-être sur l'importance du sommeil pour la vie étudiante. L'actu étudiante, on parlera de la nouvelle ouverture de la Café de Crous à l'INSPE de Strasbourg. Et enfin, la chronique décalée qui sera sur la syndrome de l'imposteur. Mais je vous n'anticipe pas plus que ça. Parce que surtout, nous allons compromis faire un focus sur la licence professorat des écoles avec monsieur Éric Tesserand et madame Maria Poparoc qui nous font le plaisir de venir nous présenter cette licence, ses nouveautés et les différents parcours proposés en ISP. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Dans cet épisode, nous allons vous présenter la nouvelle licence professorat des écoles. Je suis Maria Poparoc, je suis un enseignant-chercheur en psychologie sociale et je suis co-responsable de cette licence. Je suis pour ma part Éric Tisserand, je suis donc professeur de sciences de la vie et de la terre. Je m'occupe de la mention avec Maria et je suis directeur adjoint en charge de l'ensemble des formations de l'INSPE. Dans un premier temps, on va placer cette licence dans le contexte de la réforme de la formation des enseignants et ensuite nous allons vous présenter plus concrètement en quoi consiste cette licence. Voilà, donc je vais pouvoir un petit peu replacer les éléments dans le contexte de la formation. Nous avons fait un précédent épisode où nous expliquions la réforme, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette réforme, il est prévu donc que les concours se passent désormais en fin de licence, en L3. Si elles réussissent le concours, elles deviennent élèves fonctionnaires en M1 l'année d'après, en étant rémunérés, puis deviennent ensuite fonctionnaires stagiaires en M2, tout en étant rémunérés. D'autre part, concernant le premier degré, cette réforme a mis en place une nouvelle licence, une nouvelle mention de licence, qui est la licence professorat des écoles. C'est une mention que nous attendions depuis très longtemps, qui était très attendue de la part des étudiants, puisqu'elle va permettre finalement à celles et ceux qui veulent s'engager dans le métier dès leur première année de licence, de pouvoir progressivement se former au métier de professorat des écoles. Je vais donc laisser Maria vous présenter rapidement la trame et l'organisation de la licence professorat des écoles, sachant que cette licence est très cadrée au niveau national. Il y a un cahier des charges qui nous demande de respecter un certain nombre de contraintes en termes de volume horaire, de disciplines enseignées, que nous avons déclinées dans le contexte local dans l'Académie de Strasbourg. Cette licence professorat des écoles est une bonne nouvelle parce que c'est pour la première fois que les 3 premières années d'une formation universitaire sont dédiées à ce métier. Par conséquent, cette licence a plusieurs objectifs importants pour devenir un professeur des écoles. D'abord, son premier objectif est de consolider les connaissances en français, mathématiques, mais également dans toutes les autres disciplines enseignées à l'école primaire, et donc d'acquérir les premières notions de pédagogie pour pouvoir enseigner à l'école maternelle et élémentaire. Le deuxième objectif de cette licence, c'est de comprendre et approfondir les valeurs de la République et le fonctionnement du système éducatif français, et non seulement, voire même des autres systèmes éducatifs européens. Et enfin, cette licence a pour objectif de découvrir le métier au plus près de son contexte en classe par 10 semaines de stage dans les différentes écoles et différents niveaux de classe. Pour compléter les propos de Maria, la licence telle qu'elle est pensée au niveau national se décline en différents grands blocs.
Il y a 4 blocs de formation qui sont prévus dans cette licence. Un premier bloc de formation autour des savoirs pour enseigner à l'école primaire. Et ce bloc de formation doit faire environ 1100 heures dans l'ensemble de la licence. Ensuite, il y a un bloc qui va correspondre plutôt à comprendre comment les enfants apprennent et avoir des rudiments de pédagogie. Et ce bloc, donc, va faire à peu près 120 heures. Un troisième bloc va être un bloc sur le contexte institutionnel, sur les valeurs de l'école et d'ailleurs en lien avec les valeurs de la République, sur la compréhension du système éducatif français et donc sur tout ce qui correspond aussi aux droits et aux devoirs des professeurs. Ce bloc correspond à 120 heures. Enfin, un quatrième bloc correspond au projet professionnel de l'étudiant et il est très articulé avec les stages. Dans le premier bloc, qui est le bloc des savoirs disciplinaires, on va dire, il y a donc 2 matières qui sont les matières fondamentales, avec 240 heures d'enseignement pour chacune d'entre elles sur les 3 années de licence, à savoir le français, les compétences langagières, et d'autre part les mathématiques. À ces 2 matières dites fondamentales s'ajoutent les autres matières enseignées par le professeur des écoles qui par définition est polyvalent. Ces matières sont les sciences et la technologie, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, l'éducation physique et sportive, une langue vivante, dans l'Académie de Strasbourg, l'allemand. Il y a aussi les enseignements artistiques. Chacune de ces matières doit avoir un volume horaire d'environ 108 heures. Enfin, il nous est laissé une certaine souplesse dans chaque université pour pouvoir ajuster un petit peu cette licence à ce qu'on veut en faire et à nos spécificités. Et nous avons fait des choix assez particuliers dans l'Académie de Strasbourg. La licence professorat des écoles se décline dans l'Académie de Strasbourg en 7 parcours de formation. 5 parcours ont lieu pour lieu de formation Strasbourg et 2 autres parcours l'Université de Haute-Alsace. Alors, à Strasbourg, ces parcours supposent d'abord un socle commun en français et mathématiques, mais également dans les autres matières scolaires, et un domaine de spécialisation en fonction des intérêts des étudiants. Les 5 parcours strasbourgeois sont lettres et arts, sciences, EPS et éducation à la santé, histoire et géographie, bilingue, franco-allemand. Les parcours co-accrédités entre l'Université de Haute-Alsace et l'Université de Strasbourg sont un parcours binational franco-allemand et un parcours lettres, histoire et géographie. Pour compléter les propos de Maria, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents parcours correspondent finalement à une coloration particulière que l'étudiant va vouloir développer. Ça va être un domaine dans lequel l'étudiant va avoir des approfondissements, va aller un petit peu plus loin que dans les autres parcours. Par exemple, un étudiant qui est dans le parcours histoire-géographie va approfondir ces 2 disciplines, l'histoire et la géographie, mais bien évidemment, on ne va pas attendre de lui qu'il développe des compétences identiques à celles d'un étudiant qui est dans une licence d'histoire ou dans une licence de géographie. Il s'agit vraiment d'approfondissement, d'entrer par les démarches, par les méthodes, de façon à ce que cet approfondissement dans ces matières-là puisse lui permettre, lorsqu'il sera enseignant à l'école primaire, d'avoir une expertise un petit peu plus pointue dans ces matières-là qu'il pourra utiliser et qu'il pourra mettre à profit de l'ensemble de l'école en devenant finalement la référence dans cette matière, l'histoire et la géographie par exemple, dans l'école dans laquelle il sera. Donc il faut que les étudiants comprennent bien qu'il est demandé qu'ils aient une appétence pour ces disciplines, un intérêt pour ces disciplines, mais on ne va bien évidemment pas avoir les mêmes exigences que s'ils étaient dans une licence disciplinaire correspondante. Pour conclure, on peut mettre en avant des éléments qui ont déjà été dits, mais qui sont les vrais points forts de la licence professorat des écoles.
la remise à niveau et l'initiation à la pédagogie dans toutes les disciplines scolaires, le renforcement dans une discipline scolaire particulière, les 10 semaines de stage dans différentes écoles, puisqu'il y aura des stages à chaque semestre de licence dans des écoles maternelles et des écoles élémentaires, avec un programme progressif qui permettra aux étudiants de d'abord découvrir le métier et ensuite de commencer un petit peu à le pratiquer en étant accompagnés par les titulaires des classes. Enfin, nous pouvons pointer une équipe enseignante avec des enseignants-chercheurs très aguerris aux problématiques scolaires, mais aussi des professionnels du terrain qui pourront apporter leur expertise de terrain aux étudiants. Je peux ajouter que cette licence constitue la voie des références pour former des étudiants au métier de professeur des écoles qui ont pour vocation à enseigner dans les écoles primaires et que cette voie, elle est reconnue par les instances académiques, donc le rectorat. Si vous souhaitez apprendre plus sur la licence, vous pouvez vous diriger vers le site de l'UNISTRA, formation.unistra.fr. Formation au pluriel avec un S. Merci beaucoup, Monsieur Tisserand et Madame Poparoc, pour cet échange. On comprend mieux les modalités de cette licence et des différents parcours. Donc, merci d'être venu nous présenter tout ça. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Et continuons maintenant notre épisode avec notre chronique initiative pédagogique. Donc, Émilie, que vas-tu nous présenter cette semaine ? Alors cette semaine, nous souhaitons vous parler des escape games pédagogiques. C'est dans l'idée de rompre avec les formes d'enseignement ou d'apprentissage traditionnelles que l'atelier de l'INSPE s'est emparé cette année des escape games pédagogiques. L'escape game intitulé Mission L'Astrelier, un aller dans l'espace sans retour, est un dispositif pédagogique immersif conçu pour valider les acquis des fondamentaux de la Révolution française et ancrer les connaissances de manière active et ludique. Cette activité, conçue par le pôle Innovation et Ingénierie pédagogique de l'INSPE, donc le service de l'atelier, rentre dans le cadre de la formation de formateurs. L'activité propose une alternance entre énigmes, questions pédagogiques, activités sensorielles et défis collaboratifs. L'atelier a proposé aux enseignants de l'INSPE un cycle de formation qui s'est déroulé en 3 temps. D'abord, une formation de formateurs immersive. Les enseignants ont été plongés dans l'escape game avec un temps de retour et d'analyse en fin d'activité. Puis, une page web de ressources leur a été fournie afin de leur présenter 2 approches pour découvrir l'escape game pédagogique. Une entrée par la didactisation et l'intégration dans les apprentissages et une entrée par la scénarisation à partir de l'escape game déployé à l'INSPE. Vous pouvez retrouver le lien vers cette page en description de ce podcast. Enfin, dernière étape, une capsule vidéo qui retrace quelques temps forts de l'escape game pédagogique lors de la formation de formateurs a été réalisée et vous pouvez trouver celle-ci sur cette chaîne YouTube. Ces 3 temps constituent les premières ressources d'une mallette pédagogique destinée à former et accompagner les enseignants dans la conception et l'intégration d'escape game pédagogiques au service des apprentissages. Eh bien, merci Émilie pour cette présentation. Si ce genre d'initiative vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, on en a encore sous le coude. Et maintenant, on retrouve Simonet, notre docteur en biologie à nous, on a de la chance d'en avoir un ici. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur notre bien-être aujourd'hui ? Merci Ryan et bienvenue, au mieux bien retrouvé à tous dans la minute bien-être de cette semaine. Donc nous avions démarré la semaine dernière avec la caféine et donc cette semaine nous faisons une transition toute naturelle vers un autre sujet essentiel et surtout pour les étudiants, c'est notre sommeil. Donc surtout quand on est jeune, ça peut arriver de sacrifier son sommeil et de faire des petites nuits pour réviser plus ou pour sortir avec les potes. Mais d'un point de vue scientifique, c'est probablement les moments de ta journée les plus bénéfiques pour ton corps. Parce que la nuit, ton corps se repose, mais ton cerveau, lui, en fait, il travaille énormément en même temps. Il trie tes souvenirs, il régule tes émotions, renforce ton système immunitaire et répare ce qui est abîmé pendant la journée. Donc, le sommeil n'est pas seulement une pause, mais un processus biologique vital. Pour vous donner une idée, après 24 heures sans dormir, les capacités cognitives chutent comme si tu avais 0,8 g d'alcool dans le sang. Donc oui, légalement, t'es défoncé, on peut bien dire ça. Donc tu ne pourrais même pas conduire, juste parce que tu n'as pas dormi, même si tu n'as pas bu une goutte d'alcool.
Et pourtant, beaucoup d'étudiants pensent pouvoir compenser une semaine courte de sommeil avec une grosse grasse matinée les week-ends, donc en s'élevant à midi les dimanches. Mais attention, les sommeils ne fonctionnent pas exactement comme un compte en banque. Un virement pour rattraper et c'est bouclé. On ne peut pas rembourser une dette en une seule nuit, une grosse nuit. La récupération est progressive. Elle demande donc plusieurs nuits dites normales. La régularité dans les horaires de sommeil est donc un facteur majeur et ça, les week-ends compris. On peut avoir une petite marche, on va dire, d'une heure, 1h30, mais c'est tout. C'est très bien, en fait, même les week-ends, de garder les mêmes horaires réguliers. Et comme on disait, le cerveau est très actif la nuit. Pendant que tu dors, ton cerveau alterne entre deux états. Donc, les sommeils profonds réparent ton corps et consolident ta mémoire. Donc, c'est là que ce que tu as révisé commence vraiment à s'ancrer. Ton cerveau reproduit en vitesse x20 tout ce que tu as vécu dans ta journée, révision incluse. Et donc là, tu comprends comment avoir plus de sommeil profond peut t'aider à cartonner à l'aisant, et tout ça en dormant dans ton lit. Puis il arrive le sommeil paradoxal, celui des rêves. Il aide ton cerveau à faire des liens entre choses apparemment distantes. Parfois très distantes. Oui, voire très distantes. Il stimule la créativité et apaise les émotions. Ces concepts un peu abstraits, cette intro que tu ne savais pas comment tourner, là, ça paraît limpide devant toi. En clair, si tu dors pas, tu risques de décrocher complet de tes études, alors que si tu dors vraiment, tu t'assures de décrocher tes études. Et c'est ça qu'on veut. Jeu de mots. Exactement, c'est exactement ça qu'on veut. Au final, c'est optimiser ton cerveau pour mieux apprendre. À l'inverse, manquer de sommeil rend ton centre émotionnel hyperactif. Tu deviens plus irritable, plus anxieux et moins concentré. Ce n'est pas toi qui es nul aujourd'hui, c'est juste ton cerveau qui est fatigué. Alors, pour terminer, retiens une chose simple, dormir n'est pas un luxe, ce n'est pas pour les faibles, c'est un outil de performance. Cette semaine, essaie de voir ton sommeil comme un allié et pas comme une variable d'ajustement entre deux deadlines, en période de révision et d'examen. Parce qu'au fond, la meilleure stratégie pour réussir tes journées commence toujours par ta nuit. Et voilà, c'était tout pour la Minute Bien-être d'aujourd'hui. Donc, le sommeil est un sujet très vaste et fascinant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Merci encore pour votre écoute et passons maintenant à notre chronique Actus et événements étudiants. Ryan, qu'as-tu à nous proposer cette semaine ? Alors, aujourd'hui, pour notre chronique sur les actus étudiantes, on s'est dit que ce serait utile de vous parler de la nouvelle cafétéria flambant neuve ouverte par le Crous sur le campus de l'INSPE. Ça m'intéresse. Ah bah moi aussi. Jusqu'à tout récemment, ce campus n'avait pas d'offre de restauration universitaire à proximité, ce qui obligeait les étudiants à se déplacer parfois jusqu'à 20 minutes en tram ou à prendre un McDo. Et le McDo, c'est cher, et il n'y a pas les tarifs conventionnés du Crous. Nous étions dans ce que l'on appelle une zone blanche. Alors rien à voir avec Game of Thrones, en matière de restauration universitaire, ça veut dire que c'est un lieu sans solution Crous sur place. Et c'est triste. Grâce à l'ouverture, depuis le 6 janvier 2026 de cette cafétéria du Crous sur le campus de la Méno, on n'est plus dans cette zone blanche, on est dans une zone rouge du coup, je suppose, c'est Crous. Du coup, ça pourrait être rouge. L'objectif est de proposer une offre de restauration accessible, pratique et qualitative aux étudiants et au personnel de l'INSPE, ce qu'on oublie souvent. Dans la cafette du Crous, on trouve 1. Des box de pâtes, 2. Des sandwichs et salades fait maison, qui sont très très bons, je les conseille. 3. Des options snacking, avec des viennoiseries, des pâtisseries, des brownies, des cookies, enfin voilà, vous connaissez. Oui, le cookie Crous. Oui, le Crous-ski. 4. Des boissons fraîches grâce à une fontaine zéro plastique. Et 5. Des distributeurs automatiques pour une restauration rapide, même en dehors des heures d'ouverture, qui sont, je le rappelle, de 9h à 15h. Cette nouvelle cafétéria est une réponse concrète à un besoin fort sur le campus, offrant une restauration équilibrée, accessible financièrement et située directement sur le site de l'INSPE, donc c'est du pain béni. Aucun jeu de mots avec les sandwichs. Elle permet à chacun de manger sur place ou à emporter tout en profitant d'un espace convivial entre deux cours. Un peu bruyant, mais convivial. Donc n'hésitez pas à venir tester cette nouvelle offre dès maintenant. Elle est ouverte, comme je le disais, de 9h à 15h, du lundi au vendredi. Faites-y un tour. Merci Ryan pour cette présentation du Crous. On adore, donc vraiment, on vous recommande. C'est parti maintenant pour la chronique décalée de notre cher Ryan. Merci de ton introduction, Émilie. Parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a un sentiment qui vous a peut-être déjà frappé, c'est celui de ne pas vous sentir à votre place. Et là, j'ai pété l'ambiance.
Pas parce que votre formation ne vous convient pas, au contraire, mais parce que vous sentez que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas légitime à être là où vous êtes. Pourtant, vous avez été accepté, peut-être après un grand nombre d'entretiens et certainement d'examens, tous plus exigeants les uns que les autres. Et vous avez triomphé. Vous êtes là. Bravo. Bravo. Déjà bravo. C'est vrai. En vain, pourtant, vous avez l'impression d'être un imposteur. Et ça tombe bien parce que c'est le nom de ce qui vous arrive, le syndrome de l'imposteur. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai pas de conseils ou de solution miracle pour que ça s'arrête. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre ensemble d'où ça vient et comment ça peut être lié au système universitaire. Revenons pour ça un peu en arrière, à la fin des années 70, à l'époque où Simonet commençait son doctorat. Plus ou moins. Waouh. Deux psychologues, certainement en PADDEF du coup, qui s'appelaient Pauline Clance et Susan Himes, étudient 150 femmes qu'elles appellent hautement performantes ou high achieving en anglais. En gros, c'est des femmes douées dans leur domaine. Sauf que certaines d'entre elles sont persuadées d'avoir trompé leur entourage. Elles attribuent leur réussite soit à la chance, soit en disant qu'elles ont simplement beaucoup travaillé pour arriver au résultat, ce qui par extension veut dire n'importe qui aurait pu réussir en bossant autant. Par contre, nos chers psychologues remarquent aussi qu'à l'inverse, ces femmes vivent leur échec comme des incompétences de leur part. Donc si on synthétise, je réussis, c'est de la chance, j'échoue, c'est de ma faute, bam, syndrome de l'imposteur. Oh, c'est très triste ça. Ouais. C'est triste. Aujourd'hui, on sait que de nombreux étudiants à travers le monde sont victimes de ce phénomène, et on sait également que c'est grandement lié à de l'anxiété et de la faible estime de soi. Mais attention, très important, ce n'est pas un trouble psychiatrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en anglais, on parle de impostor phenomenon. Parenthèse fermée. Mais c'est important de les préciser. Ouais. C'est très important. Dans le monde étudiant, à l'université, le syndrome de l'imposteur apporte une conséquence en plus, comme je disais, le manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est un excellent terreau pour amplifier le syndrome. Les étudiants sont constamment comparés entre eux, il y a des classements, des majors de promo, des notes, des candidatures, des mentions et j'en passe. Et comme on a toujours tendance à se comparer aux meilleurs, c'est plus facile de se dévaloriser. C'est encore plus facile si on fait partie d'une minorité. Et oui, certaines études ont montré que cela peut favoriser le syndrome de l'imposteur. C'est parce que s'ajoute au problème que j'ai évoqué juste avant, le fait que ces personnes portent la charge de la représentation de leur groupe, des stéréotypes associés, et en plus, il leur manque des modèles pour leur prouver que c'est possible de réussir. Vous comprenez mieux pourquoi les 150 femmes dans les années 70 avaient un peu de mal à accepter leur réussite dans cette société. Le plus important à retenir, c'est que tu mérites d'être assis sur cette place d'amphi, même si elle te paraît bien inconfortable. Tes diplômes sont réels, ainsi que les ECTS qu'ils te procurent. Le syndrome de l'imposteur est un vrai frein dans le moral d'un étudiant qui a tout pour réussir. Ne le laisse surtout pas gâcher tout ce travail. Être perfectionniste, c'est une chose, se dévaloriser en se comparant aux autres, c'en est une autre. Donc merci Ryan pour avoir plombé un peu l'ambiance. Non, je rigole. Je pense vraiment que c'est quelque chose dont il faut parler dans les milieux universitaires et étudiants. Donc merci pour tes lumières sur l'argument. C'est très intéressant. Merci Ryan et merci à tous. Nous arrivons en effet à la fin de cet épisode Les Voix de l'INSPE. Donc merci également à vous d'avoir écouté cet épisode et d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et bon, vous l'avez compris, ce podcast est un espace pour parler de la vie étudiante, du campus et de ce qu'il s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Atelier de l'INSPE, avec un arrobase, sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne pas rater le prochain épisode. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, ce podcast est aussi le vôtre. Si vous avez une idée de sujet, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre le micro, contactez-nous. On se retrouve très bientôt dans les Voix de l'INSPE. Au revoir. À bientôt. Ciao tout le monde.